peut commencer? Attends, j'ai même mis un... Bonjour et bienvenue. Merci d'être là pour ce deuxième atelier des Assises consacré à 3 initiatives en éducation aux médias qu'on va vous présenter ce matin. Alors il y a un lien assez direct avec l'atelier précédent, si certains d'entre vous y étaient, où on a parlé formation, certification justement des journalistes qui interviennent en éducation aux médias. On a dit aussi que l'éducation aux médias, comme l'information, c'était un combat. Pour mener ce combat, on a besoin de grandes phrases. Ça, on n'en manque pas, je crois, en ce moment. Mais on a surtout besoin de solutions concrètes. Et ce matin, c'est ça qu'on va essayer justement de voir avec vous. C'est 3 propositions très concrètes pour favoriser, améliorer et diffuser l'éducation aux médias dans la société. Alors, je vous présente très rapidement nos intervenants de ce matin. On va commencer par Jérôme Bouvier, qui est là, donc journaliste, président de Journalisme et Citoyenneté et organisateur de ces assises du journalisme, qui nous parlera avec Louison Dupont de la relance du site médiaéducation.fr, autrefois médiaéducation.org, hein, c'est ça? Qui était déjà .fr. Ségolène Dupont, à côté de Louison Dupont, de la Commission nationale paritaire emploi-formation branche audiovisuelle. J'ai tout bon. On parlera avec vous de la certification, justement, de ce travail en cours sur la certification des formations en éducation aux médias. Étienne Millien, journaliste, directeur de l'APEM, l'Alliance pour l'éducation aux médias, qui fait partie de l'Alliance de la presse d'information générale. On est bon sur les acronymes. Voilà, et avec toi, tu vas nous présenter le parcours média ou comment rendre les milliers de stages de 3e dans nos rédactions pertinents, intéressants, constructifs, avec justement une dimension d'éducation aux médias. Et puis dans la salle aussi, Jean-Christophe Théobald. Bonjour Jean-Christophe, qui est chargé de mission numérique et éducation aux médias au ministère de la Culture et qui soutient plusieurs justement de ces initiatives qu'on vous présente ce matin. Je démarrerai bien justement par la porte d'entrée avec, pour les plus jeunes, ces stages de 3e. Dans la presse écrite française, il y a entre 1000 et 3000 élèves qui passent chaque année une semaine dans les rédactions de presse écrite, hors année Covid évidemment. Et donc ces stages ont du bon mais ont aussi du mauvais ou en tout cas de l'inutile parfois. Et justement à l'APEM vous avez identifié beaucoup de manques, beaucoup de points faibles dans ces stages et vous essayez d'y remédier en proposant ce parcours média. Alors Étienne, est-ce que tu peux nous présenter cette initiative? Merci, bonjour à tous. Hop, c'est bon, ça marche bien. L'APEM, rapidement, c'est une association de loi 1901 qui a été créée par l'Alliance de la presse, donc la réunion de la presse d'information générale nationale, régionale, départementale et presse hebdomadaire régionale. Donc c'est globalement les quotidiens et la presse hebdomadaire régionale. Et on a créé cette association loi 1901 pour structurer un peu les actions d'éducation aux médias. Ça remonte à 1 an, même si depuis très longtemps la presse régionale notamment est très active en éducation aux médias puisqu'elle a participé aux premiers travaux de création du Clémy, etc. Cette idée de travailler sur les stages de 3e, elle nous est venue de plusieurs constats. Le premier, c'est qu'on est plein à avoir des enfants, ados, et donc on se rend compte à un moment donné de comment ils se comportent, et qu'ils sont très sympas, ils sont très intelligents, ils sont brillants, nos enfants, et aussi c'est des glandeurs comme les autres, enfin il n'y a pas de problème. Et qu'on s'est retrouvé dans des rédactions à plusieurs à se dire mais c'est marrant, il y a quand même vachement de fils de copains, des fils d'avocats, des fils de juges, des fils de médecins autour de nous dans nos stages là de 3e. L'intuitu personnel, ça peut être pas mal, mais c'est complètement contre-productif, quoi. Et ces stages de 3e sont trustés souvent par des gens qui ont des relations avec des employés dans les entreprises de presse et peut-être qu'ils prennent la place de gamins qui n'osent pas venir ou qui ne savent pas comment venir. Et on devrait, si on veut aussi mieux représenter la population française et avoir un meilleur contact avec eux et travailler plus intelligemment au niveau le plus bas possible, mais au sens noble du terme, au niveau le plus direct possible avec eux, il faut qu'on ouvre nos portes un peu mieux. Et les stages de 3e, puisqu'on en a entre 1500 et 3000, on est incapable d'avoir le chiffre précis d'ailleurs, tous les ans, c'est une superbe manne pour commencer à travailler de manière structurée et intelligente. Je refais une toute petite parenthèse. On a entendu tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est prof qu'on est bon en EMI, hein. C'est la réponse à ce qu'on a dit, on n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est bon en EMI. Voilà, on avance, et cet exemple-là est parfait pour ça. On est en train de construire quelque chose, on pense que ça va marcher.
On va le vérifier très bientôt, en décembre normalement. On est persuadé même que ça va marcher. Mais voilà, on apprend en faisant, nous aussi. Donc on parle des entreprises de presse et des fils de copains et de la pertinence des stages, c'était la grande question. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on rend les choses un peu plus intelligentes et un peu plus actives. Lorsque les stagiaires viennent dans les rédactions, ils suivent des reporters, ils vont voir les gars à la pub, etc. Ça dépend un peu de qui les accueille, comment ils les accueillent. Et puis surtout, ils font pas mal d'Instagram quand même entre eux, parce qu'après ils se retrouvent avec les copains, évidemment. Et ce qui fait que les collègues journalistes, ils se sentent moins impliqués, parce que les gamins sont peut-être pas très curieux, parce qu'ils n'avaient pas spécialement envie d'être là, parce que c'est chauffé et qu'ils sont bien en décembre, en février, mieux que d'être dehors. Voilà. Et ça se passe comme ça, et ça sert finalement à pas grand-chose. Il y a un outil qu'on n'avait jamais exploité, qu'on n'avait jamais utilisé, qui est l'appel à projet éducation média du ministère de la Culture, qu'on a découvert il y a quelques années. Et on s'est dit avec certains de nos camarades, en l'occurrence là c'est l'ESJ, l'école de journalisme de Lille, qu'on pourrait peut-être proposer une structuration autour de ces stages de troisième en créant un outil en partie numérique. Et pour ça, il nous fallait un peu de sous. Donc on a présenté un dossier au ministère de la Culture, on a été reçu. Le dossier est le suivant. On propose pour tous les stagiaires de troisième qui viennent en rédaction qu'ils suivent ce qu'on appelle nous Parcours Média, qui est une série de 15 modules en ligne qu'ils pourront faire n'importe quand dans leur semaine de stage. Donc ça dépendra vraiment de l'organisation du travail et de l'organisation RH pour le coup des entreprises de gérer un peu ces emplois du temps. Et lorsqu'il y aura des trous, les gamins ils pourront faire tel stage, telle étape. Il y en a 15 à faire pendant la semaine, ils le savent, il y a une petite prise en main à faire au départ et voilà vers où ça va. Donc ça c'est pas mal, mais on n'a pas réinventé la roue non plus. Là où on pense avoir été un peu malin, c'est qu'on a écouté, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, la demande qu'il y a sur l'évaluation des actions en éducation média. On s'est dit, mais avec 1500 à 3000 gamins, peut-être qu'on a aussi le moyen, un, d'en apprendre sur eux, et deux, de vérifier ce qu'on fait. Donc on leur propose, et on s'est associé avec l'université de Louvain, on leur propose de répondre à un questionnaire, enfin on leur propose pas, on les force à répondre à un questionnaire au début et à la fin, ça fait partie du deal. S'ils viennent à l'entreprise de presse et qu'ils vont faire un parcours média, ils devront répondre à ce questionnaire au début et à la fin, un questionnaire scientifique qui va mesurer leurs connaissances en EMI au début, leurs habitudes, leur relation aux outils, leur relation au monde de la presse, et globalement un questionnaire qui est très très proche à la fin, qui permet, un, de vérifier si ils ont évolué ou pas, deux, nous on va en apprendre beaucoup grâce aux scientifiques qui travaillent avec nous, sur leur comportement, leurs attentes, etc. Donc tout ça c'est super. Tu me dis combien de temps il me reste ? Juste les modules, ce sont des questions, ce sont des exercices à faire, c'est quoi ? Les modules, il y a des vidéos, il y a des jeux, à chaque fois il y a un questionnaire derrière. Les modules c'est pas juste passif, ils doivent répondre à des questions, on leur tient la main un petit peu. Là encore une fois, on est en train de construire le truc. Il y a des formes interactives, des travaux en groupe, des travaux individuels. On s'est appuyé sur des outils qui existaient déjà à l'ESJ, on a construit d'autres à partir d'éléments vidéo. Et on l'a testé pour la première fois, après avoir failli tout arrêter, puisqu'il y a eu le Covid, et que pas de stagiaires en entreprise l'an dernier, des profs, enfin des établissements scolaires fermés, on ne savait pas où étaient les gamins, s'il y allait en avoir ou pas, bref. Donc on a dit qu'est-ce qu'on fait, on arrête. Alors, on s'est senti un peu responsable quand même, parce qu'on a pris de l'argent public pour faire quelque chose, c'était pas histoire de se faire plaisir avec. Donc on s'est dit non, on va y aller. On a conçu notre modèle cette fois en manière complètement distancielle pour pouvoir le tester une fois. Et c'est arrivé seulement au mois de juin parce que le temps du monde de l'éducation n'est pas le temps réel, il prend un peu plus longtemps parfois, il est un peu plus lent. Et on a pu tester grâce au rectorat de Besançon cette solution avec nos amis de l'ESJ Lille et de l'université de Louvain auprès d'un petit groupe de classe, puis un petit groupe d'élèves. Et à la fin, on n'a eu que 5 répondants complets qui ont réussi à mener le truc pour des questions de calendrier parce que les étaient ouverts, certains étaient en demi-groupe. Donc on a eu un échantillon qui n'est pas représentatif au niveau scientifique, mais on a pu voir que, un, l'outil marchait, deux, qui nous donnait quelques enseignements. On a vu que globalement il progressait déjà et qu'il comprenait certaines choses qu'il n'avait pas comprises au début sur les médias. Donc maintenant on passe dans la deuxième phase, on a recandidaté à l'appel à projet et on a
été accepté pour cette deuxième phase de développement, où là, on va le développer au mois de décembre dans toutes les entreprises de presse qui seront volontaires. Et je suis en train de faire la tournée des popotes et pour que les directeurs demandent bien au RH de chaque journal que oui, on prenne bien des stagiaires de troisième pour être sûr qu'on puisse le faire. Et là, on va enfin avoir une évaluation scientifique de taille au mois de décembre qui donnera lieu à une publication scientifique en mars et des articles de presse évidemment derrière en suivant. Donc ça c'est pour le dispositif. Je m'arrête très vite parce que comme tous les mecs de plus de 45 ans, je peux parler pendant des heures et m'écouter, il n'y a pas de problème, il faut m'interrompre. Mais ouais, c'est un dispositif qui, enfin moi me plaît, non pas parce que c'est nous qui l'avons conçu, mais c'est parce que pour une fois, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète dans la réalité qui est la nôtre, qui est celle des entreprises, en l'occurrence, pour un public qu'on a sous la main et finalement qui était là, mais parfois était là parce qu'il le pouvait, pas parce qu'il le devait ou parce qu'il avait envie. Et donc, le but ultime, et je termine là-dessus, de cet outil, c'est qu'on va le coupler à la fin, si tout marche bien, avec une plateforme de recrutement pour les stagiaires de troisième en entreprise de presse, afin, enfin, de pouvoir s'assurer que des gamins qui ne connaissent pas les entreprises de presse, qui ne connaissent pas de journalistes, puissent candidater, se sentent libres de candidater, et que nous, on puisse les prendre directement. Le but du jeu, c'est pas d'écarter les fils des copains, les fils et les filles des copains. Le but du jeu, c'est pour nous, médias, de nous ouvrir un peu plus sur le monde, et ça commence par des élèves de troisième en l'occurrence. Merci Étienne. Et justement, pour sortir de cette cooptation, est-ce qu'il y a des idées là, pour cette plateforme de recrutement ? J'ai commencé à regarder quelques outils, il y en a qui existent, c'est pas parfait, j'ai vu des associations qui travaillent là-dessus, et ça va être le champ du travail sur ce dossier-là dans le deuxième semestre de cette année. Pour ne pas plaider pour ma paroisse, mais à Radio France, il y a un système qui s'appelle Pourquoi pas moi, où quand on a un jeune coopté, l'entreprise doit prendre 2 jeunes qui ne sont pas cooptés. Et on essaye de faire comme ça des groupes mixtes. On peut aussi passer par les associations de parents d'élèves dans les collèges pour essayer de dire voilà, moi j'ai voilà, nous on a du réseau, vous pouvez le diffuser pour toute la classe, ça peut marcher. Mais c'est vrai que c'est un enjeu de sortir de cette cooptation des stages, c'est dans tous les domaines, hein, mais c'est vraiment important. Et le principe, évidemment, il est adaptable, utilisable par n'importe quelle entreprise liée au monde des médias qui voudrait le coopter, il n'y a aucun problème. Ok. Peut-être avant de continuer le tour des présentations, Jean-Christophe Théobald, 2 fois d'affilée, le ministère de la Culture élit le projet d'Étienne, enfin le projet de parcours média. Qu'est-ce qui motive le ministère de la Culture pour ce genre de projet ? Là, c'est un des exemples effectivement d'aide qu'on a pu apporter à des réseaux d'acteurs constitués de médias. Donc la PEM, marche pas ? Si. La PEM, et puis on a aussi aidé, ça fait lien avec la table ronde précédente, la Fédération des radios campus, on a aidé aussi le syndicat national des radios libres, la Fédération de l'audiovisuel participatif. Donc en fait, c'est effectivement des réseaux professionnels d'acteurs, c'est effectivement les aider à qualifier leur réseau en EMI. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par des sessions de formation de formateurs et de partage d'expérience entre les membres du réseau. Donc pour nous, effectivement, le projet de la PEM, qui est ciblé vers un public très spécifique, mais c'est une démarche qui nous a paru effectivement extrêmement intéressante. Et il y a aussi cette idée à terme de diversifier aussi les profils des jeunes, parce que la diversification des profils, c'est un enjeu dans beaucoup de secteurs. Merci. On continue le tour de table avec la présentation de la nouvelle version relookée de mediaeducation.fr, donc la plateforme de l'éducation aux médias et à l'information, plateforme que peut-être Jérôme Bouvier, tu nous présentes, tu nous dis peut-être ce qui manquait dans l'ancienne version, qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce qui a motivé la nécessité de la relancer? Qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-ci? Merci. Et puis, Louison, tu vas nous faire une démonstration des maquettes. Voilà. Donc, d'abord, il ne lui manquait rien à mediaeducation.fr. Cette plateforme existait. Donc, il y a ces mamans qui sont là. D'ailleurs, il y a Manuela Gardez, il y a Louise Bartlett, celles qui ont permis de lui donner vie avec le soutien du ministère de la Culture, déjà à l'époque, il y a combien, 5 ans maintenant, 6 ans. Ce qui a manqué à mediaeducation.fr, c'est que son association mère, si je veux dire, l'Alliance internationale de journalisme,
a rendu les clés de nombreuses années d'activité. Et donc, mediaeducation.fr était un peu en situation d'orphelinat, et on trouvait que c'était dommage que tout ce travail qui avait été entamé, engagé, qui commençait à porter ses fruits, en reste là. Et donc, on a souhaité, au niveau de l'association Journalisme et Citoyenneté, parce qu'on pensait que c'était d'abord dommage et ensuite complémentaire avec ce que nous menons autour de journaliste.com, autour des prix éducation aux médias que nous allons remettre ce soir après la présentation des nommés, en lien avec ce que le Clémy fait de très bien et de mieux en mieux au sein du monde scolaire, de se dire finalement, est-ce qu'on n'en profite pas pour refaire un tour d'horizon avec l'ensemble des acteurs, et notamment les acteurs associatifs, école, hors école, dans les médias, etc., pour voir quel est l'outil le plus utile, c'est peut-être le fait de la proximité avec le micro, non, quel est en quoi cette plateforme pourrait être la plus utile possible. Vous savez qu'on a un fort appétit pour le mot utilité aux assises, parce que je pense que c'est effectivement comme ça qu'on retrouvera la confiance de nos concitoyens, c'est en montrant que le journalisme a une utilité dans la société. Donc, on a fait ce tour d'horizon, on a eu plusieurs réunions avec un certain nombre d'acteurs, plus de 27 acteurs, on avait essayé de redéfinir les besoins par rapport à la trame initiale. Honnêtement, je vais être très transparent, on espérait vous présenter un bébé beaucoup plus abouti. Il y a eu à la fois des questions budgétaires, mais aussi des questions de développement. On a trouvé une structure de développement ici présente pour recréer la plateforme. Et donc, c'est une version work in progress qu'on va vous présenter là, dont on voit seulement l'architecture. Et on espérait la porter officiellement sur les fonds baptismaux aujourd'hui, de façon à ce qu'elle soit active aujourd'hui. Et ça sera sans doute d'ici quelques semaines seulement. Mais au moins, pourrez-vous réagir et dire si ça correspond à l'outil qui peut vous aider aux côtés de ceux qui existent déjà. Donc l'idée, la baseline est claire, hein, c'est la plateforme de tous les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information. Donc l'idée qu'il n'y ait aucune exclusive sur le type d'acteur, qu'il soit encore une fois à l'école, hors l'école, dans l'éducation populaire, et pourquoi pas à l'université si jamais dans quelques années ça devient un schéma majeur de développement de l'EMI. Et nous avons essayé de reprendre, on a gardé mediaeducation.fr parce qu'il a une histoire, on a essayé, et on va vous décliner un peu de faire quelque chose d'extrêmement lisible, extrêmement simple, pour permettre à chacun d'avancer. Alors, à la une, voilà la home telle que les images sont encore à discuter. À la une, c'est la volonté de faire partager à l'ensemble des acteurs chaque semaine une initiative qui nous paraisse digne d'intérêt, qui mérite d'être partagée entre les acteurs. Donc il ne s'agit pas de faire une revue de presse exhaustive de tout ce qui se passe en matière d'EMI, mais plutôt de valoriser. Là, on a pris par exemple un appel de la semaine dernière du mouvement UP, en disant, bah, là, tiens, on porte l'accent pendant une semaine sur cet appel de mouvement UP qui fait partie de ceux qui ont contribué à la réflexion sur cette nouvelle version de mediaeducation.fr. Donc, voilà pour le premier accès. Deuxième accès sur lequel on va, c'est les acteurs. Donc, on a pris les mots les plus simples possibles. Et les acteurs, donc, on a décidé de prendre une carte régionale, puisque la carte départementale présentait sans doute trop de difficultés, de disparités, j'allais dire plutôt, entre des secteurs extrêmement actifs et d'autres, disons-le, désertiques. Et donc la carte régionale nous paraît en plus correspondre aux acteurs institutionnels, à la DRAC, aux académies, au Clémy, etc. Donc on a commencé à remplir, simplement pour vous montrer, dans la région Centre-Val de Loire qui nous accueille, 3 types d'acteurs, les journalistes et les médias, les institutionnels et les associations, pour que chacun qui souhaite agir dans son territoire, dans sa région, puisse trouver les bons contacts. Donc là, on vous montre là encore une fois uniquement un exemple. La direction, la DRAC, je crois qu'elle est ici présente d'ailleurs, la DRAC, non oui, merci à la DRAC d'être présente. Donc on vous a référencé, Karen Prévost-Sorb, qui est notre partenaire Clémy, ô combien importante et efficace ici. Enfin, donc l'idée, c'est vraiment d'être au plus simple. Non, j'ai une action à mener
en matière de EMI, quelle que soit son ampleur. Je suis sur un territoire, je vais là et je dois pouvoir trouver toutes les informations nécessaires. J'avance sur... après les acteurs, eh bien, il y a les actions, assez logiquement. Et donc là, c'est la valorisation de toutes les actions, quelle que soit leur nature, qui ont été prises par les différents acteurs. Et donc là aussi, on a essayé de garder un peu notre grille de lecture, qui est celle d'ailleurs sur laquelle on a commencé depuis une dizaine d'années à lancer les prix EMI aux assises. Donc hors école, à l'école, dans les médias, dans les rédactions, sur la rive sud de la Méditerranée, puisque vous savez maintenant que en parallèle des assises de Tours, nous essayons d'institutionnaliser un rendez-vous pour la rive sud de la Méditerranée, qui sont les assises internationales du journalisme de Tunis, que nous tiendrons cette année le 9, 10 et 11 décembre à Tunis. Et pourquoi en Europe? Parce que si la pandémie nous lâche un peu les baskets et que les petits cochons ne nous mangent pas, à l'automne prochain, nous lancerons la première édition des assises européennes du journalisme à Bruxelles, de façon à avoir 3 espaces de dialogue entre Tours, Bruxelles et Tunis. Et donc on veut retrouver ça aussi au niveau de l'EMI, parce que les enjeux d'éducation aux médias sur la rive sud et en Europe sont évidemment passionnants à explorer. Donc là, on est en lorem ipsum ou en bolo bolo, comme vous voulez, mais on va remplir tout ça évidemment avec votre aide, parce que cette plateforme n'aura de sens que si vous vous en saisissez les uns et les autres. On poursuit rapidement pour ne pas être trop lassant avec les ressources. Donc là, il y avait déjà beaucoup de choses sur mediaeducation.fr, première version qu'on va importer en essayant là aussi de les classifier. Il y a beaucoup de choses également, évidemment, sur site de Clémy. On va essayer de faire des partages de liens. Il y a sur l'UMNI que tu évoquais tout à l'heure, sur l'audiovisuel public, sur Radio France. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs. L'idée, c'est pas de se surajouter dans un millefeuille impossible. C'est au contraire d'être une sorte de point de liaison le plus simple et le plus efficace possible. Et je te coupe, mais elles sont du coup thématisées ou rangées comment ces ressources pour se distinguer de la masse de ressources qu'il y a partout ailleurs? Alors, on a d'abord l'idée que plus elles sont accessibles, mieux c'est, plus elles sont partagées, mieux c'est. Donc on a pour l'instant identifié ce qui avait été le fruit des discussions avec toutes les associations qui nous ont accompagnés dans la réflexion. Je pense que c'est une liste non exhaustive. On va éduquer à l'information, éduquer à l'image, fake news, théorie du complot, discours de haine. Je pense qu'on va continuer à avoir une classification un peu plus fine quand on rentrera dans les détails, mais en tout cas d'être toujours avec un souci de simplicité. Je n'y connais pas grand-chose, j'ai envie de faire, voilà, où est-ce que je trouve? Et comment je retrouve dans les tiroirs et dans la bibliothèque quelque chose qui soit immédiatement accessible. Et il y a beaucoup de choses, et on ne peut que s'en féliciter là-dessus. On ne prétend pas révolutionner quoi que ce soit, simplement essayer d'être un outil de partage, parce qu'il nous semble qu'il y a beaucoup d'acteurs qui agissent derrière leur marque. La marque, elle est médiatique, elle est syndicale, elle est organisationnelle, etc. Et c'est de voir comment ça peut être transverse. C'est ça qui nous intéresse dans le pari de cette relance de mediaeducation.fr. Rapidement, on poursuit, et puis après, je vais laisser la place pour la certification, parce que c'est un sujet important. Les formations. Les formations, c'est un sujet qui nous paraît sous-traité actuellement. On en a parlé un peu tout à l'heure au travers des certifications. On va en parler encore plus après nous. Et essayer d'avoir un endroit où on peut vraiment mettre en valeur toutes les formations existantes autour de l'éducation aux médias et à l'information. Et Dieu sait si elle est nécessaire, parce qu'on l'a dit et répété, il ne suffit pas d'être prof ou postdoc pour savoir faire l'EMI, il ne suffit surtout pas d'être journaliste pour savoir faire l'EMI. Donc apprendre à s'informer, ça s'apprend, pour reprendre un slogan qui nous est cher. Donc on va essayer d'être aussi complet que possible sur tout ce qui va être proposé, tout ce qui est labellisé, sous quelle forme d'accès, etc. Les résidences de journalistes. Alors là, vous admettrez que c'est un petit nouveau dans le sujet, mais c'est un sujet qui est cher aux assises, disons, et dont l'idée née aux assises de Poitiers, qui, grâce au ministère de la Culture, a pu être mise en valeur et mise en œuvre il y a maintenant 5 ans, et qui n'a pas de lieu d'existence réellement pour sa valorisation. Je crois que Jean-Christophe ne m'en voudra pas si je dis que même le ministère est très discret sur cette initiative qui fonctionne et pour laquelle il dépense un budget non négligeable. Et donc l'idée, c'est d'être vraiment un lieu de référence de tous ceux de toutes celles qui ont envie de faire des résidences, les appels à projets, les
retour sur expérience, sachant que, je le reprécise à chaque fois, que les résidences de journalistes n'ont pas pour seule vocation de faire de l'EMI, elles ont pour vocation d'être un lien entre les rédactions nationales et les médias des territoires politiques de la ville notamment, pour apprendre à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble. Les prix EMI, enfin, eh bien, c'est ce que nous allons vivre cet après-midi et ce soir, cette année avec Hugo Clément. Donc, c'est 6 prix que nous remettons et qui sont dotés chacun de 1 500 € grâce à nos partenaires. On les trouve sur journaliste.com actuellement. On va les trouver aussi de façon beaucoup plus développée sur mediaeducation.fr avec toutes les vidéos des nommés, etc. Et que ce soit là aussi un lieu de valorisation de toutes les initiatives avec les archives de ce qui a été primé par le passé, de ce qui a pu avancer, que ça donne des idées à ceux qui ont envie de leur emboîter le pas. Voilà pour les grandes lignes de ce bébé qui, qui, je l'espère, sera un outil opérationnel avant la fin de l'année. En tout cas, c'est notre objectif. Et sur lequel on attend vos remarques, critiques, parce qu'on est encore dans un work in progress qui me paraît devoir être amélioré encore. Mais là, c'est la synthèse déjà de 2 réunions de travail en ligne qui, je crois, essayent de répondre au mieux à ce qui a pu être évoqué par les acteurs éducation populaire, médias, les associations comme, je sais pas, FECOF, Entre les lignes, etc., qui ont participé à cette réflexion en essayant d'être le plus simple et le plus utile possible. Est-ce qu'il y aura un lien direct vers mediaeducation.fr depuis le site des assises ? Oui, tout à fait. Donc, je ne l'ai pas évoqué, mais on a hésité au début, on se demandait s'il fallait, entre guillemets, marier les marques. C'est bien pour ça que je pose la question. Voilà. Et puis finalement, on s'est dit que mediaeducation.fr avait d'abord sa propre histoire, même si c'était pas encore aussi connu que Google, mais ça a son histoire. Et puis, donc, c'est de montrer ce lien entre mediaeducation.fr et journaliste.com. Le lien, c'est l'association Journalisme et Citoyenneté et cette volonté de faire dialoguer ces univers, puisqu'il y avait aussi, on en avait parlé avec Jean-Christophe notamment et d'autres, journaliste.com enfermait un peu la question de l'éducation à l'information dans le seul monde du journalisme. Ça ne déplaît pas trop, mais l'univers est un peu plus large. Et donc, c'était aussi une manière de montrer que ce n'était pas enfermé, entre guillemets, sous cette seule bannière des médias, des journalistes, etc., mais que dans cette société numérique évoquée tout à l'heure, dans cette humanité numérique évoquée tout à l'heure, il y a bien plus d'acteurs que cela. Et donc, on s'est dit que finalement, autant garder les deux, mais de multiplier les liens. Donc, vous aurez sur mediaeducation.fr le lien immédiat avec journaliste.com et vous aurez sur journaliste.com le lien immédiat avec mediaeducation.fr. Merci. Merci à vous deux pour cette présentation. Est-ce que déjà dans la salle, il y a des remarques par rapport à ce site, à l'utilité de ce site? C'est ça. Est-ce que ça, c'est un site qui va vous servir, qui va être utile? Est-ce que c'est pour l'instant? Moi, j'ai une question. Tu as une question, vas-y, Étienne. Est-ce que vous allez publier donc, les appels à projets divers et variés, des actualités, etc. Tout ça, ça va être mis en avance? L'ambition, c'est de publier la totalité de ce qui existe sur le marché. Et évidemment, la question, au-delà de la technologie et du site, c'est d'avoir des moyens humains pour faire vivre ça. C'est ça le cœur du sujet. Et on va démarrer sans doute avec la capacité de quelqu'un qui pourra y travailler à mi-temps et ce qui va permettre de faire vivre cette communauté et de la nourrir. Et qui, justement, porte cette plateforme financièrement? Alors, c'est donc l'association Journalisme et Citoyenneté. Elle a disposé pour ça d'un premier soutien qui est c'est le mécène de la journée, c'est le ministère de la Culture, qui a eu l'intérêt, je crois, de relancer ce média éducation. Oui, Jean-Christophe Théobald. Est mieux à même de le dire que moi ou pas. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un constat partagé par tout le monde, c'est qu'en EMI, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'outils, beaucoup de ressources, mais tout est éclaté. Il y a un vrai problème de valorisation. On se rend compte sans arrêt qu'il y a des outils, et nous, on y a contribué, parce qu'on en a quand même aidé pas mal de nouveaux depuis 3 ans, qui existent, mais les profs ne les connaissent pas, les assos ne les connaissent pas, etc. Enfin, ils ne les connaissent pas, ils ne sont pas suffisamment connus et suffisamment utilisés. Donc pour nous, il y a un très gros enjeu de valorisation des initiatives et des outils, et de mettre en réseau les acteurs.
Et pour nous, effectivement, Média Éducation, ce site doit en partie répondre à ça, sachant que par rapport à ce qui a été dit sur notre site, c'est vrai qu'on est assez mauvais. On va enfin mettre en ligne un mini-site sur l'EMI, sur notre site du ministère, mais nous, on n'a pas vocation à recenser tous les outils, recenser toutes les actions, on n'a pas les moyens pour le faire. Moi, j'ai aussi chargé sur un autre portail du ministère Culture chez nous, pas mal d'outils, notamment tout ce qui a été fait en audiovisuel public, de ressources en EMI, mais je l'ai fait comme ça à titre personnel, mais on ne va pas aller vers l'exhaustivité. Donc effectivement, et sur les résidences de journalistes, c'est pareil, là aussi on n'est pas très bon, et c'est clair qu'on l'a très mal valorisé jusqu'à présent, et là il y a un gros travail à faire, puisqu'il y a eu effectivement des initiatives très intéressantes menées sur le terrain, mais là on a aussi nous un problème de remontée d'infos de la part des DRAC, donc on a aussi un gros chantier là-dessus pour effectivement mieux valoriser ce programme qui a vraiment débouché sur des choses très intéressantes sur les territoires. Merci. C'est vrai que c'est important d'avoir cet outil transverse, comme on dit, et non marchand, on va dire, en tout cas, qui n'est pas lié forcément à un média ou voilà, à une communication que voudrait faire un média sur ses actions d'éducation aux médias. Et donc non marchand, marché, hop, on fait le lien tout de suite. On a parlé tout à l'heure, on a dit, prononcer ce mot, l'éducation média est un marché. Et donc, bien comme toute économie, en tout cas un marché qui se respecte, il faut des professionnels dedans. Alors, la professionnalisation des pratiques d'éducation aux médias, etc., c'est avec vous, Ségolène, avec toi, Ségolène Dupont, qu'on va en parler. Donc, de la Commission nationale paritaire Emploi et formation, la branche audiovisuelle, on est toujours bon. Ah, super, merci. Voilà, c'est bien. Peut-être tu nous présentes en quelques mots très rapidement qu'est-ce que cette commission nationale paritaire, en quoi ça intéresse les journalistes, et ensuite on va vraiment définir, circonscrire ce que c'est que cette certification des formations, parce que c'est important qu'on sache exactement de quoi on parle, ce que ça recouvrira, et pouvoir justement répondre aux questions qui se sont déjà posées dans l'atelier précédent. Merci. Donc, je suis Ségolène Dupont, déléguée générale de cette structure, CPNEF, qui regroupe des représentants employeurs et des représentants de salariés de l'audiovisuel. Donc, un champ qui couvre toute la production audiovisuelle et cinéma, la radiodiffusion, la télédiffusion, dans lesquelles travaillent des journalistes. Donc on va dire qu'on représente les branches professionnelles, la profession, ceux qui travaillent. Donc j'ai aimé la liaison marché vers la profession, mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous caractérise le plus. Et donc cette commission paritaire, elle a la possibilité de créer des certifications. Ça fonctionne un peu comme des diplômes de branche, c'est-à-dire que ça a une reconnaissance par les partenaires sociaux, par les employeurs et donc par leurs représentants, côté employeur comme côté salarié, dans nos branches professionnelles. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure un petit peu en liaison, sur l'EMI, c'est vraiment multi-acteurs. Et nous, CPNEF, on a souhaité s'emparer de ce sujet pour apporter un peu notre brique. Et comme on travaille sur les questions liées au métier de journaliste, mais on n'est pas les seuls, parce que nous, on a le volet audiovisuel, on a souhaité s'associer avec une autre CPNEF, la CPNEF de la presse, qui, elle, on va dire, schématiquement, regroupe les journalistes presse écrite. Donc, c'est vraiment dans une optique partenariale qu'on a envie de créer cette certification. Et pourquoi la créer? Bon, ça, on l'a beaucoup évoqué dans l'atelier précédent. Il y a un besoin de monter en compétences pour les journalistes, parce que tous les journalistes n'ont pas la fibre pédagogue pour pouvoir intervenir auprès d'un public jeune. Je vous avoue que nous, on s'est concentré sur l'EMI à destination d'un public jeune, avec une large... Enfin voilà, on n'a pas trop contraint qui est jeune, mais ça va au-delà aussi du niveau bac, on va dire. Mais ça peut être scolaire et hors scolaire, du coup? Ça peut être scolaire et hors scolaire, parce qu'au sein de la CPNEF d'audiovisuel, on a donc les médias de service public, et on a aussi tout le champ des radios associatives, dont c'est vraiment l'ADN, en fait, l'éducation aux médias. Ce matin, Thomas Braun le répétait. Voilà le pourquoi. Nous, on apporte notre brique, ces travaux sur une certification. Alors, qu'est-ce qu'une certification? Donc, le terme certification, logiquement, on associe toujours ça aux diplômes nationaux. Donc là, je vous ai dit, c'est un peu moins connu, mais ça peut être notre diplôme de branche. Et une certification, c'est simplement, à l'issue d'un programme de formation, il y a une évaluation qui dit est-ce que ces compétences sont acquises ou pas acquises.
pour une personne qui se forme, c'est se dire j'ai progressé, concrètement, je vois que je suis en capacité de pouvoir, sur ce domaine d'activité, être opérationnel derrière dans mon métier. C'est vraiment attester de compétences acquises et maîtrisées. Qui dit évaluation dit critères d'évaluation, enfin tout un partage se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on évalue, comment on le fait. Pourquoi est-ce qu'on ferait une certification? Donc c'est à double titre. Ça peut être à la fois un signal, un repère, et pour les employeurs, et pour les organisateurs, et pour les professionnels. Donc là, je suis ravie parce qu'en fait, toutes nos initiatives, évidemment, concourent à une seule et même chose, c'est pouvoir professionnaliser et organiser cet écosystème. Mediaeducation.fr souhaite recenser toutes les initiatives et tous les professionnels qui pourraient travailler sur l'EMI. Donc là, c'est un peu cette idée-là de concourir à donner les organisateurs, que ce soit une association d'éducation populaire, que ce soit l'éducation nationale, une école, ça peut donner un signal. S'il n'y a pas de recommandations qui sont en recherche de professionnels pour intervenir, ça leur donne comme une garantie, un signal, un marqueur. Et pour les professionnels, même chose, de pouvoir dire moi, je peux vous présenter cette certification, et évidemment, très souvent aussi, mon expérience, j'ai travaillé ici, j'ai fait tel projet. Mais cette certification n'a évidemment pas du tout vocation à écraser toutes les initiatives et toutes les actions de formation qui sont vivantes et qui sont très actives. Ça vient en complément. Le deuxième levier qui peut être intéressant sur le fait que ce soit une certification, c'est que les financements de la formation professionnelle continue sont bien fléchés vers les certifications, les actions de formation qui sont certifiantes. Donc là, on n'aura pas Facebook derrière, etc. C'est vraiment le système de la formation professionnelle continue auquel ont accès les professionnels dès lors qui travaillent. Enfin, dès qu'on travaille à 16 ans ou un peu plus tard, on cumule des possibilités de pouvoir se former. Je ne sais pas si je dis un gros mot, mais je pourrais y revenir. Donc, c'est l'AFDAS qui est un peu l'organe pour pouvoir orienter et financer les formations. Et après, je pourrais vous parler du CPF, du compte personnel de formation que chaque professionnel détient, on va dire. Et tout au long de sa carrière, il peut accumuler des euros pour pouvoir se former. Donc, si on crée cette certification, l'idée, c'est que chaque professionnel puisse mobiliser aussi son CPF pour pouvoir le financer. Ce sera donc des certifications qui seront payantes. Est-ce que vous avez, je crois que vous avez eu hier un comité de pilotage justement, où est-ce que vous en êtes de ces questions-là? Est-ce qu'il y a justement des barèmes? Et puis peut-être revenir un peu plus précisément sur les critères d'évaluation des compétences en éducation aux médias que vous retiendriez pour établir cette certification. Oui, alors comme vous le comprenez, nous sommes en plein dedans. Donc on est vraiment sur ce chantier qu'on a initié en décembre, il y a un petit peu plus de 6 mois. Donc l'idée de cette certification, c'est que les CPNEF, donc les branches professionnelles, en sont propriétaires. Après, on va passer par une période d'habilitation d'organismes de formation. Parce que nous, on n'est pas en capacité, on n'a pas de moyens humains on n'a pas de moyens humains pour faire de la formation. Par contre, on va habiliter des organismes de formation qui le souhaitent. Ce sera un appel à proposition pour qu'ils puissent dispenser une formation qui mènera au passage de cette certification. C'est là qu'il faudra être justement très, très, très prudent, enfin en tout cas observateur, parce que ça va être, comme on le disait, il y a un effet d'aubaine. Donc comment vous allez faire justement pour sélectionner les organismes, sur quels critères et notamment des critères aussi financiers? Oui, alors comme ça s'intègre dans le cadre de la formation professionnelle, ce cadre financier sera de fait assez lisible. Ça ne pourra pas être financé sur du 100 € de l'heure. Ce sera assez fixe. Mais en effet, cette période d'habilitation, on va se donner des critères pour se dire quel organisme de formation on sélectionne. Il y aura aussi une envie de pouvoir couvrir un peu le territoire français, de pouvoir tenter de couvrir peut-être les différents supports, les différentes initiatives. Peut-être qu'il y aura des formations qui seront
plus axés radio, d'autres peut-être plus généralistes. Voilà, donc on est en train de travailler à cette élaboration. Et actuellement, notre comité de pilotage d'hier, c'était sur un référentiel de compétences. Quelles sont les compétences nécessaires à un journaliste pour pouvoir intervenir dans un atelier EMI, pour pouvoir mettre en place un atelier EMI avec on l'a appelé organisateur, donc avec un enseignant ou un animateur. J'ai le droit de témoigner. Alors, Étienne. Je vais témoigner parce que je suis dans un groupe et on a débattu pendant 1h30 parfois sur des détails de quel article on met, dans quel ordre, etc. avec des représentants des syndicats de journalistes, avec des représentants de l'audiovisuel, du réseau indépendant. Enfin voilà, tous les points de vue sont pris en compte. Le but du jeu, c'est d'arriver à des critères le plus précis possible pour que les gens qui seront capables de délivrer les formations respectent bien un cahier des charges qui est celui qui est voulu par globalement tous les acteurs qui sont représentés, à savoir la connaissance de l'information, de sa fabrique, de ses outils, des techniques. Alors c'est ça la formulation qu'on a fait hier. Voilà, les aspects pédagogiques, bien sûr, la co-construction. Enfin, on est vraiment sur un truc très. Moi, je découvre ça, et vraiment très très précis, puisque l'objectif global, c'est quand même bien de cadrer les choses pour que ce soit le plus sérieux possible et le plus solide possible. Donc les critères, ce serait connaissance de la fabrication de l'info, les impératifs pédagogiques. Oui, il y en a 7. Et la co-construction. La co-construction. Peut-être tu peux nous donner les 7 rapidement, quand même, c'est intéressant. Alors, de mémoire. Donc oui, il y a vraiment cette savoir assurer une veille pour être bien informé de tous les process de fabrication de l'information. Voir tout ce qui peut émerger côté plateforme pour pouvoir être en capacité de répondre et de donner une information claire au public. Donc connaître les usages médiatiques déjà du public. Il y avait évidemment cet accent très important de co-construction avec l'organisateur, de comment est-ce qu'on s'insère dans un programme pédagogique qui parfois est plus large, parce que le professionnel, le journaliste, il va venir peut-être, 3 fois, mais sur un parcours qui a lieu pendant 6 mois dans une classe. Évidemment, comment est-ce qu'on développe, quelles sont les méthodes pédagogiques pour faire, parce qu'on est beaucoup sur de la pratique, pour que ce soit plus que les jeunes puissent l'approprier. Et on a parlé aussi beaucoup sur l'évaluation. Comment est-ce qu'en tant que professionnel, j'évalue mon intervention pour pouvoir m'améliorer sur les prochaines? Comment est-ce qu'on peut évaluer avec l'organisateur où en étaient les connaissances de ces jeunes au début et à la fin d'un programme, et potentiellement l'évaluation quand on est dans le cadre d'appel à projet, que ce soit au niveau national et peut-être très prochainement, comme l'a dit Divina, au niveau européen. Donc on a essayé quand même de décrire et d'identifier toutes les compétences, encore une fois, qu'un professionnel doit mettre en œuvre pour développer des ateliers EMI du début à la fin, et que ça puisse... et c'est une vision qui doit être partagée. C'est pour ça qu'on met aussi un peu le temps. Et en termes de calendrier, donc on imagine habiliter des organismes à partir de janvier, et on peut envisager l'ouverture de sessions de formation, de formateurs, à partir de septembre, je pense. Et il y a déjà beaucoup d'organismes qui vous ont sollicité pour se faire habiliter? Alors, ce qui est bien, c'est que ça a posé des questions. Donc, on a eu pas mal d'appels côté organismes de formation, beaucoup dans le monde radio-associatif, les écoles reconnues, et également des organismes de formation. Plusieurs sont présents ici. Certains ont bien voulu contribuer à nos réflexions pour apporter leur regard et leur expérience. C'est... Encore une fois, cette initiative se veut partenariale et de travailler ensemble à développer quelque chose qui corresponde aux besoins et qui réponde aux besoins. Et comment vous pouvez garantir que ça ne va pas justement étouffer toutes les initiatives peut-être plus petites, plus spontanées, moins institutionnelles? S'il faut absolument passer par ce filtre de la certification, est-ce que ça risque pas de créer un peu une usine à gaz Alors, d'exclure les voilà. C'est à nous de pouvoir dire que c'est en complément, c'est complémentaire, cette certification. C'est à nous de travailler également avec les organisateurs, que ce soit côté enseignant ou association, pour leur dire ça existe, ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga, c'est vraiment quelque chose en complément qui est offert aux professionnels. C'est vrai qu'on avait un peu
le regard sur les professionnels pigistes qui avaient besoin, comme les autres, hein, d'une montée aux compétences, mais aussi d'une recommandation un petit peu plus assurée, parce qu'ils ne peuvent pas se dire je me réclame complètement de tel organisme de presse qui est peut-être le point d'entrée pour les organisateurs, de se dire je vais contacter oui, on comprend ce besoin de donner confiance, on va dire, mais bon, pour les pigistes, c'est pas tellement une montée en compétences que plutôt effectivement une sécurité, comme nous le disait tout à l'heure une jeune collègue là, que l'économie, en tout cas de l'emploi dans l'éducation média, ne suivait pas les objectifs. Peut-être, moi j'ai encore une question, puis après une petite question à Jean-Christophe, puis après je vous passe la parole peut-être à la salle si vous le voulez. Est-ce que cette certification, elle pourrait inclure la validation des acquis de l'expérience pour des gens qui, comme moi, mais comme plein d'autres finalement, avons appris sur le terrain, sur le tas, puisque comme ça, il n'y a pas de formation qui existe, on fait au fur et à mesure. Est-ce que ça pourrait être une opportunité ? Alors, dans l'idée, ce serait bien. Après, c'est juste techniquement, ce type de certification n'est pas ouvert à la validation d'acquis de l'expérience, parce que la VAE, c'est plutôt sur des certifications métiers, on va dire. D'accord. Mais après, dans l'idée, ce serait très bien. Ce serait super positif qu'on puisse le faire. Là, il y a juste un blocage un peu. D'accord. Donc, il faut inventer un nom de métier, en fait, qui correspondrait à celui d'intervenant en EMI et qui pourrait, du coup, être certifié par la VAE. Pourquoi pas, il faut réfléchir à ça. Et du coup, Jean-Christophe Théobald, le ministère de la Culture, donc le sponsor de toutes ces initiatives en EMI. Vous en pensez quoi de cette certification ? C'est important pour vous ? C'est quelque chose qui doit advenir ? Ça manque ? Là, on n'est pas sponsor, on est associé. Non, je sais. Oui, parce que de toute façon, la formation, c'est absolument central, et notamment la formation de formateurs, si on veut développer l'EMI. C'est vraiment le levier central. C'est pour ça d'ailleurs que nous, dans notre appel à projet national, on l'a réorienté depuis l'an dernier sur trois items, trois types de projets. Le soutien aux outils. Le soutien aux outils. Aux outils, ça veut dire quoi, le soutien aux outils ? À des outils d'EMI, des outils d'éducation aux médias, qui soient audiovisuels, numériques, etc. Le soutien à la conception de dispositifs de formation de formateurs et à la qualification de réseaux professionnels. Et puis, ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure, qui est fondamental aussi, le soutien des dispositifs d'évaluation des actions d'EMI, de mesures d'impact, parce que c'est vrai que là, c'est un peu là où le bas blesse, il n'y a quand même pas grand-chose qui est fait à l'heure actuelle. Et il y a vraiment un enjeu là-dessus. Donc pour nous, la formation de formateurs, c'est central. Et effectivement, que ça soit enseignants, journalistes, bibliothécaires, éducateurs, animateurs, parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui peuvent faire de l'EMI. Mais ce qu'ils nous disent souvent, notamment c'est le cas des bibliothécaires, c'est qu'ils ont besoin d'être formés et d'être accompagnés. Et du coup, on peut imaginer qu'à terme, les appels à projets, seuls pourront finalement candidater ou auront des chances d'être lauréats ceux qui ont été certifiés. Parce que là aussi, ça ne va pas un peu fermer la porte à des initiatives peut-être pas très conventionnelles, peut-être très locales, très petites. Très locales, c'est nos DRAC qui financent. À nous, il y a une répartition effectivement entre niveau national et régional. Pour l'instant, le cas ne s'est pas posé, effectivement, mais oui, ça risque de se poser. Mais de toute façon, l'EMI, c'est quand même un vaste domaine en évolution permanente. Il y a effectivement le chantier gigantesque, il y a plein de problèmes qui se posent, il y a plein de choses qui ne sont pas réglées, y compris dans ce que nous, on a pu effectivement impulser. Donc, c'est un work in progress permanent, quoi. Il y a des gros et des petits, effectivement. Oui. Donc, Étienne, tout le monde peut conduire, on n'est pas obligé d'avoir un permis de conduire. Après, ça dépend si on veut arriver. C'est bien d'avoir aussi à un moment donné, et le moment est le bon, de poser un cadre en disant peut-être que dans le futur, si on veut assurer un niveau de qualité, il faut un niveau de compétence. Et en tout cas, moi, c'est la démarche avec laquelle s'engage l'industrie de la presse là-dessus, sur ce processus. On est même allé un tout petit peu plus loin pour ceux qui sont passés par des écoles de journalisme ou qui donnent des cours, etc. Moi, j'ai demandé à la CEJ d'expliquer aux patrons de presse quelle était leur vue de l'éducation aux médias, justement. La CEJ. Donc, c'est la commission des écoles de journalisme reconnues par la profession. Merci. Et donc, la semaine prochaine, ils vont expliquer un petit peu comment ils intègrent la notion d'éducation aux médias dans leur parcours, alors pas nécessairement dans la formation des journalistes, mais comment est-ce qu'ils voient ça, puisque ça fait partie de l'environnement des journalistes, parce que si on fait un lien au niveau professionnel,
pigistes, salariés, peu importe, il faut quand même qu'il y ait une correspondance ou une porte d'entrée dès la formation en école. Il n'y a pas de module éducation aux médias à l'information dans les écoles de journalisme Certains aujourd'hui. commencent à le faire, voilà. Donc la réflexion C'est elle est très là-dessus embryonnaire aussi, on ne peut ouais. pas faire l'un sans l'autre. Mais oui, ça paraît logique que ça démarre là. Qu'est-ce que vous en pensez dans la salle, ceux et celles qui sont concernés par ces interventions en éducation aux médias, de cette certification des formations? Est-ce que vous voulez prendre la parole, reprendre la parole? Ouais. Viens, attends, je t'apporte. Vas-y. L'idée, c'est d'avoir un substrat commun, c'est-à-dire que l'interaction qui est le cœur même du stage de troisième, elle ne se satisfasse pas en elle-même, elle s'appuie sur une acquisition d'éléments un peu plus théoriques peut-être, et comme on n'est pas sûr qu'ils l'aient tous, on s'est dit on va les aider à le faire, donc on rajoute un élément théorique pour enrichir la rencontre pratique. Voilà, c'est ça l'idée. Et l'élément théorique, c'est pas un enseignement, on n'est pas des profs, c'est une découverte par des ateliers, des jeux, etc. en ligne. Mais le but du jeu pour nous, c'était de trouver le moyen d'avoir un substrat qui soit partagé par tous ceux qui passeront dans les entreprises de presse pour qu'ils les connaissent mieux et que ça enrichisse aussi la relation des professionnels avec ces publics-là qui ne connaissent pas bien, à part ceux qui ont des gamins qui sont sur Instagram. Ça répond à ta question? Nous, on n'est pas enseignants. Précise ta question. Ok. D'accord, donc je vais faire la réponse peut-être un peu longue, mais je vous préviens. Mais l'idée derrière notre action d'éducation média, c'est, j'en profite parce que Serge est là, nous on est Clémy compatible mais pas Clémy dépendant, c'est-à-dire que l'éducation média, les journalistes ont un rôle à jouer qui est tout à fait légitime. On n'est pas des enseignants, mais on est des professionnels, on est des techniciens. Moi j'ai un diplôme de l'IUT à Bordeaux, je suis un diplôme de technicien, donc on a les mains dans la machine, on sait comment elle marche. Ce qu'on veut à travers cette opération de stage de troisième, c'est faire prendre conscience aux élèves, en l'occurrence aux futurs électeurs, puisque à cet âge-là, ils commencent déjà à se projeter un petit peu dans le monde adulte, qu'il y a un intérêt à leur éducation, mais au sens large du terme, à leur culture, de comprendre et de connaître la valeur ajoutée que peut apporter la presse dans leur découverte du monde. Alors, c'est beaucoup de grands mots comme ça, mais l'objectif pédagogique pour nous, c'est ça, c'est les acclimater à la valeur ajoutée du travail journalistique ou du média en général. Voilà, c'est ça l'objectif profond. C'est plus clair? Non. Oui, Jérôme. Moi, j'ai une question à poser à ce programme de stage que je trouve assez intéressant, c'est pour ça qu'on a envie de valoriser. Mais vous entendez bien? Sur la question de la... J'ai une question que tu as déjà posée, mais je repose sur la question de si ce n'est pas des fils des fils et filles de journalistes et d'un milieu culturellement aisé, comment on fait pour que ce soit un outil de diversité vraiment appuyé, quoi. Alors, je n'ai pas trop senti, à part l'idée de s'ouvrir, comment on peut aller dans les quartiers politiques de la ville si on veut faire du techno, dans les quartiers populaires, comment on peut faire que ces stages soient réellement, au risque d'une discrimination positive, je pense, tournés vers ces publics qui ne rentrent pas dans les médias, ne connaissent pas les médias, ne savent pas comment ça fonctionne, et qui, à mon avis, est un peu le souci prioritaire qui doit nous animer. On va faire un certain nombre de rendez-vous et d'ateliers sur médias, quartiers populaires et diversité, notamment vendredi prochain, mais comment un outil comme celui-là peut concrètement, pas simplement essayer d'ouvrir un peu, mais dire on va aller peut-être plus loin, même de la discrimination positive, on dit on va réserver ça à des publics cibles parce qu'on a besoin de s'ouvrir à ces publics-là. Alors, la réponse est déjà, d'ouvrir, de casser un petit peu ce schéma de reproduction sociale, parce que c'est globalement ça ce qui se passe. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est avec un outil qui nous permette de recruter, et donc il faut juste qu'on aligne les entreprises en disant, maintenant, les stages de troisième, on passera tous par la même plateforme pour être sûr qu'on puisse toucher des établissements qu'on ne touchait pas avant, d'accord, ou des publics qu'on ne touchait pas avant. Et ça, on y arrivera par la notoriété du dispositif.
Et pour ça, on s'appuie sur, alors là je parle pour les journaux régionaux par exemple, et la compatibilité avec le CLEMI, elle est importante là-dessus. Sur les réseaux qu'on a au niveau local, on intervient tous dans les établissements, on travaille tous sur certains départements, et c'est quelque chose qu'on va mettre, dont on va servir. Et de manière très manichéenne, on peut aussi s'en servir comme carotte. Ça peut être un truc, voilà, venez jouer avec nous, on s'implique ensemble parce que nous, en plus, on peut permettre ça. On ne vous garantit pas qu'on prendra tous les gamins de 3e, mais au moins on va essayer d'en faire venir parce qu'on a ce dispositif-là. Enfin, on est en train d'imaginer l'étape 3e, on commence la 2e là, mais et c'est comme ça que ça va se faire parce que moi j'ai pas de solution miracle à vos souhaits. L'idée justement, enfin de proposer aux établissements, notamment dans les quartiers prioritaires, aux établissements aux classes de 3e en début d'année, je sais pas moi, un listing de parents volontaires pour accueillir des enfants dans des entreprises de presse, qui soit du coup proposés aux élèves et qu'ils puissent y postuler selon leur envie et leur motivation, avec un CV, une lettre de motivation. Ça peut être un bon réseau. Justement, on le fait parfois au niveau local. L'idée, là, c'est d'étendre et d'harmoniser aussi ce qu'on a pu faire les uns et les autres sur des initiatives individuelles. Et après, le problème, c'est que les stages sont toujours pris en charge par un tuteur dans les rédactions. Ouais, le but du jeu, là, c'est que justement, en ayant 2 jours et demi, ça va les occuper une journée et demie à deux jours, ces histoires, ils vont pouvoir aller au tribunal, ils vont pouvoir faire les autres activités qui sont un peu habituelles dans les stages entreprises de presse. Mais donc, le temps passé avec le tuteur, ou du groupe avec le tuteur, il sera d'une meilleure qualité que merde, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que c'est souvent ça. En tout cas, ça a de toute façon le mérite de poser la question de l'inutilité de ces stages et de la reproduction sociale de ces stages qui ne concernent pas que le monde des médias, mais c'est drôlement intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On a encore du temps, on a encore un gros quart d'heure. Oui ? Ah bah tant pis, vous ne pouvez pas parler alors. Dégage. Là, on parlerait plutôt de entre 3 et un maximum de 15 jours. Enfin, on n'a pas encore donné la fourchette, mais la fourchette dans le futur appel à proposition auprès des organismes de formation. La durée sera une fourchette. Mais on sera sur un temps resserré pour que ça ne puisse pas être un frein à se former pour les professionnels. Ouais, ni le temps, ni les moyens, voilà, parce que c'est vrai que même les formations validées par le CPF, si elles sont à 4 000 ou 5 000 euros, ça ne marchera jamais. Voilà. Surtout quand on est pigiste, on n'a pas 5 000 euros sur son CPF, quoi. Ouais. Et sur le public de ces formations, ce serait à destination de journalistes, mais aussi d'acteurs de l'éducation populaire qui interviennent aussi. Alors on va dire que c'est un peu par cercle concentrique. Le public cible, c'est vraiment les journalistes. Après, il y a quand même d'autres professionnels qui ne sont pas journalistes, mais qui gravitent autour des médias et de l'information. Voilà. Et donc après, vous évoquiez les gens qui interviennent dans les... Et je pense qu'ils pourraient tout à fait aussi appréhender et bénéficier de ce type de formation s'ils ont par ailleurs quand même une connaissance assez approfondie du métier de journaliste, des médias et de l'information. Parce que ça, ce serait quand même un prérequis. Parce que comme notre public cible serait les journalistes, il faut que tout le monde, au départ, ait ce prérequis commun. Par exemple, les animateurs de radio associative, de web radio, d'éducation populaire et tout pourraient aussi en faire partie. Ah oui, okay. Complètement. Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, oui, c'est vrai. C'est ça. Non, pardon, excuse-moi. Non, c'était juste pour les pigistes. Donc, vous savez, j'espère que vous le savez, hein, donc les heures d'éducation média sur vos dossiers de carte de presse, elles sont neutralisées. Hein, elles ne sont pas décomptées, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas. Voilà, j'ai fait préciser la demande parce que ça fait partie aussi des réflexions.
Valérie, c'est ton cas aussi? C'est ce qui... L'éducation aux médias n'est pas considérée comme une activité journalistique et donc fait perdre la carte de presse. C'est ça. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez? Non, justement, la précision, moi j'ai demandé à la commission de la carte l'autre jour, c'est parce que je ne comprenais pas comment ça marchait. Et effectivement, ce n'est pas comptabilisé comme une activité de journalisme, d'accord? Mais lorsque tu fais ton décompte, on te fait ton décompte d'heures, on ne les retient pas contre tes heures de journalisme. Celles-là, elles ne sont pas prises en compte. Et on va regarder, ah bah tiens, il y a eu 2 heures d'enseignement et 14 jours de piche, donc pas de problème, plus que 50%, ça passe. Voilà. Et on va enlever de l'addition le... Oui. Ouais. Mm. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est une question qui se pose et qui se repose. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un pourvoyeur d'emploi pour justement des pigistes jeunes, etc., qui ont beaucoup plus d'opportunités d'animer des résidences ou de faire des ateliers de MI que de trouver des piges. Donc c'est une vraie question, en fait, cette histoire de on parle de la certification de la formation, mais de la reconnaissance professionnelle du journaliste qui intervient en EMI. S'il perd sa carte de presse parce qu'il fait de l'éducation aux médias, c'est quand même un souci. Alors là, c'est sorti aussi hier à la carte de presse. C'est des représentants employeurs et salariés. Donc voilà, il faut que les travaux avancent, les discussions. Hier est sorti de la part d'une organisation de salariés il faudrait quand même tenter de faire bouger les choses pour aller un peu plus loin que la neutralisation, mais que ces heures de MI puissent être reconnues comme travail journalistique. Bon, voilà, c'est... Je trouve que ça serait une bonne manière de certifier les actions pour le coup, c'est qu'effectivement la carte de presse soit maintenue. La carte saisie depuis sur la résidence de journaliste, ça fait 5 ans qu'on est RC. Ils sont extrêmement prudents parce que d'abord c'est un organisme paritaire avec toutes ses Lenteur. C'est légèreté. On peut le dire. Mais c'est un enjeu majeur parce que à la fois il ne faut pas que ça devienne un marché, uniquement un marché, parce que ce serait dévoyer le système, mais en même temps il faut effectivement qu'il y ait une reconnaissance du travail journalistique de façon un peu fine. Pour l'instant, il y a des envies, mais ça ne bouge pas. Il ne faut quand même pas leurrer. Tout à fait. Là, c'est l'étape neutralisation. Oui, Serge. Serge Barbet du CLEMI, directeur général du CLEMI. La parole parce que je l'ai pris à la première table ronde, mais on a évoqué cette question de l'économie, de l'éducation médias et information, et la question que vous posez sur cette démarche de certification, elle pose la question de la responsabilité de l'employeur, des groupes de presse et de médias aujourd'hui, parce que l'on entend beaucoup aujourd'hui, et notamment y compris dans l'audiovisuel public, des acteurs dire mais nous on fait de l'éducation aux médias et à l'information et on est bien sympa parce qu'on le fait sur nos deniers, voire on va faire l'effort complémentaire de faire cette démarche parce qu'elle est utile aux jeunes citoyens et que nous sommes de bons samaritains. Mécénat de compétences, des choses comme ça. Oui, mais c'est la compétence, aller chercher des partenariats avec des fondations en dehors, etc. Je veux juste rappeler la loi. C'est-à-dire que d'abord, l'éducation aux médias et à l'information, c'est pas parce qu'il y aurait une volonté humaniste de tel ou tel dirigeant de médias publics qu'elle se déploie. Elle est inscrite dans les obligations statutaires des groupes de presse. Et donc, je pense qu'en termes quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise des médias et de la presse dans ce domaine-là, il faut déjà aussi être en capacité de rappeler cette obligation. C'est-à-dire que souvent, acteurs de l'éducation, nous avons face à nous des acteurs qui font certes un bon travail, mais qui nous font valoir que finalement, heureusement qu'ils sont là, et puis et non. En fait, quand je parle de responsabilité collective, il faut aussi commencer par ce rappel des obligations qui incombent aujourd'hui, effectivement, aux médias dans effectivement cette éducation aux médias et l'information. Ça passe par les conventions qui sont signées notamment avec les aides d'État aux médias, avec le ministère de la Culture. Je pense que c'est extrêmement important que de savoir rappeler cette évidence. Parce que sinon, effectivement, on est sur des propositions qui parfois sont totalement incomplètes, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs mais qui vont toucher un
ça doit être intégré aujourd'hui dans les projets d'établissement, au cœur des projets d'établissement public de l'audiovisuel. Ça ne fait pas partie du financement aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Oui, alors que c'est une obligation et alors là-dessus, je pense que moi j'aimerais même qu'on aille beaucoup plus loin. Si demain redevance existe encore, pourquoi pas une partie pour financer l'éducation aux médias et à l'information, soyons fous et utopistes. Mais des questionnements comme ceci, ils sont extrêmement importants aujourd'hui parce que sinon on reste dans une forme inaboutie, inachevée, de réflexion autour, pas de bout de ficelle parce que je ne veux pas être méprisant, c'est pas la réalité, mais sur des réponses qui sont uniquement partielles. Et derrière, après, ça pose la question de la transformation des métiers, effectivement, et la question de la prise en charge. Donc ça, c'est des chantiers qu'on a déjà évoqués et qui vont devoir avancer rapidement pour savoir comment, pas simplement rétribuer, mais faire en sorte que les intervenants ne perdent pas d'argent. Et sur la question de la certification, celui qui ne l'aura pas ne sera pas interdit demain d'intervenir quand même dans un établissement. C'est-à-dire le pass sanitaire. Non. Voilà. Oui. Tout à fait, Jérôme. Mais voilà, enfin, je pense que ça, c'est important de garder aussi cet engagement citoyen pour des gens qui voudraient intervenir auprès des enseignants parce qu'ils ont une compétence Oui. à un moment donné de leur parcours qui peut être utile. Oui, il ne faut pas interdire les initiatives individuelles, spontanées, les mises en relation à petite échelle aussi qui font finalement les actions générales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Voilà, un peu plus fort. Ouais. Ça peut aussi mettre en péril des projets parce qu'on dit cette personne, elle n'a même pas sa carte de presse. Enfin, voilà, c'est un témoignage un peu. Vous parlez de votre situation à vous? Ah ouais, vous pouvez raconter, ouais. Donc j'ai déjà entendu cette remarque. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue à la fin, ouais. Pendant ce temps. Pendant ce temps que l'État finance des projets pour des médias de service public, pour des journalistes qui, eux, sont salariés. Donc c'est vrai qu'effectivement, on est un peu dans un schéma parfois un peu... largement méconnues, oui. Elles vont l'être par mediaeducation.fr et puis par le nouvel onglet du site du ministère. Jean-Christophe, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Sur les résidences? Non, je suis d'accord qu'elles ne sont pas suffisamment valorisées, que là on a vraiment un travail à faire. Après, elles sont entièrement gérées par nos DRAC et effectivement c'est extrêmement hétérogène en fonction des DRAC. Et d'ailleurs, on a un gros chantier qui va être de mieux articuler ce que nous on fait au niveau national et ce que font nos DRAC sur l'EMI, parce qu'on a des DRAC très actives et il y en a d'autres, c'est nettement moins le cas. Donc voilà, ça c'est le chantier de l'année qui vient. Et prioritairement, ça concerne des journalistes indépendants, puisque par exemple nous... Et voilà. d'ailleurs, on devait aussi refaire un groupe de travail. On a fait une première réunion à Radio France il y a 2 ans là-dessus, en réunissant des journalistes qui avaient été en résidence et effectivement nos conseillers en DRAC. Il y a pas mal de questions qui se posent aussi sur les problèmes de rémunération, les problèmes de carte de presse reviennent sans arrêt, Tout etc. À fait. Donc il y a aussi un chantier là-dessus, effectivement, sur les moyens aussi de payer les journalistes en résidence, que dans certains cas c'est assez compliqué, puisque dans certains cas ça passe par les collectivités locales. Et voilà, ce qui n'est pas sans poser des soucis. Jérôme, tu voulais compléter? Oui, je voulais dire un mot sur les résidences, parce que c'est un bébé qui m'est cher. Il y a le tien, tu peux le dire. Une question qui vient d'être évoquée par Jean-Christophe, c'est effectivement, il y a la question de la carte de presse, il y a la question du rapport à la collectivité, quand c'est la collectivité qui finance. Parce que j'ai un certain nombre de confrères ou de consoeurs qui me disent, on se retrouve tout d'un coup avec quelqu'un qui a envie de positiver son territoire, et ce qui peut être tout à fait logique, donc d'une municipalité. Ils nous prennent pour des agents de communication de la mairie. Et même sans mauvaise intention, je veux dire, mais qui ont envie qu'on valorise un quartier, une action, et que ça rend compliqué le rapport au journalisme sur place. Et moi, j'ai un grand regret depuis le début, parce que la machine s'est emparée de ce dispositif au nom de l'EMI, parce que ce n'est pas uniquement un outil EMI. Le point de départ du projet, même, ce n'était pas un outil EMI, c'était de l'EMI, parce que c'était de la coopération entre des médias, associatifs ou non d'ailleurs, ancrés dans les territoires politiques de la ville,
et des grands médias pour mieux se connaître, pour apprendre à se connaître, parce que rien de plus désolant qu'un journaliste qui débarque dans un quartier politique de la ville parce que le préfet y va, parce que la BAC y va, ou parce qu'il y a un incident, alors qu'il ne connaît rien de ce territoire. Donc c'est aussi une autre initiative qu'on va lancer vendredi autour de Vue des quartiers, qui est de dire qu'il faut multiplier les contacts entre les rédactions et les quartiers populaires, parce que ça reste un champ qui n'est pas suffisamment travaillé. Donc l'idée de départ, j'y insiste, c'est que les grandes rédactions, et là pour l'instant honnêtement ça ne se fait pas, j'aimerais que les rédactions de France Info, de France Culture, de France Inter, de France Télé, de Sud-Ouest, etc., disent, comme de même qu'elles autorisent certains de leurs journalistes à aller donner des cours dans l'école de journalisme et que du coup c'est décompté, qu'elles autorisent ces journalistes à aller faire des résidences sur des projets de développement d'une web télé, d'une web radio dans les quartiers politiques de la ville. C'était ça le projet initial, et qui honnêtement a été assez peu développé parce qu'il a été très vite happé par l'éducation aux médias et à l'information, et qu'un journaliste du service public dit tiens, moi, cette année, une fois tous les 15 jours, je vais à Creil, et je vais aider un réseau de radio, de télé à développer son média ou à le professionnaliser ou à faire en sorte qu'il soit plus performant. Et puis en retour, moi, je vais mieux connaître ce territoire, je vais apprendre aussi un peu la réalité de ce territoire, et on va tisser des liens, et la prochaine fois qu'il y aura un sujet, je saurai quoi dire de différent sur ce quartier. C'était ça aussi le projet des résidences. C'est ça que j'aimerais d'ailleurs qu'on remette en avant au travers de mediaeducation.fr, c'est de rappeler que ce n'est pas uniquement un outil destiné à faire l'éducation aux médias et à l'information, loin de là. C'est une valeur ajoutée en plus, mais d'abord c'est renouer le lien entre des médias de l'hyper-proximité que le ministère maintenant aide aussi, des médias qui font de l'information sociale de proximité et qui étaient jusqu'alors sans filet. Maintenant ils ont un filet. Mais ils ont besoin aussi de partenariat avec les grands médias. Et donc, j'aimerais que les rédacteurs en chef, que les directeurs de rédaction, les directrices de rédaction se posent une fois la question et qu'on arrive à les interpeller en disant mais pourquoi ne laissez-vous pas vos journalistes s'engager sur des projets de moyen terme ou de long terme? Ça leur sera bénéfique et ça leur fera du bien aussi, et ça fera du bien à votre rédaction. Alors, on le relaiera, ouais, voilà. Après, ça peut pas être du bénévolat, donc effectivement, il faut que les journalistes, même s'ils sont déjà salariés, il faut qu'ils aient ça peut pas être du bénévolat, surtout sur du moyen ou du long terme. À Radio France, je sais qu'il y a une réflexion en cours sur l'utilisation du mécénat de compétences, justement pour essayer de dégager du temps, pourquoi pas, pour faire ça. Après, j'entends bien effectivement ce que tu dis. Il y a beaucoup de frilosité, oui, bien sûr. C'est sur ces congés. Ouais. Mais ils le font. Oui. Et ça se passe à titre individuel. Le problème, c'est la frilosité, effectivement, des directions de rédaction qui ne veulent pas dégager ce temps-là. Voilà. La réalité est bien différente quand même entre... On parle de deux choses différentes, audiovisuel public d'un côté et tous les autres. Les entreprises privées, les associations, les indépendants, etc. Il y a deux choses vraiment différentes. Les entreprises privées, elles ont un engagement dans le cadre des aides à la presse, maintenant dans le 4e pilier. On doit expliquer les progrès qu'on fait. C'est d'ailleurs assez intelligent comme métrique. On demande de faire des efforts supplémentaires tous les ans. C'est les journaux qu'on offre pour la semaine de la presse à l'école, etc. Nous, il y a un vrai problème économique, merci Jean-Christophe, c'est qu'on a tous eu des PDV, les rédactions elles sont réduites, et que même si on fait parfois quelques projets comme ceux que tu évoques, eh bien on est contraint de dire non parce que on peut pas trouver encore de solution économique. Il y en a il y a La Voix du Nord qui a quand même eu une bonne idée, qui dit moi un mec qui sort, il me ramène un papier. Ça peut être ça le but de la résidence. Ça peut être du documentaire, du reportage long. Mais on se pose encore la question de comment, et c'est 300 €. On sait que prendre un pigiste, ça va nous coûter 300 € pour une demi-journée, on va dire, pour remplacer quelqu'un. Aujourd'hui, on n'a pas la solution. Alors, dans le rapport qu'on a remis au ministre, c'est écrit. Est-ce qu'il l'a lu? Oui. Est-ce qu'il l'a compris? Peut-être. Est-ce qu'il l'a entendu? Je ne suis pas sûr. Mais on cherche des solutions. Enfin, on est tous là, en revanche. Et c'est important pour un enjeu de diversité des médias. Si à la fin, il n'y a plus que l'audiovisuel public qui fait l'éducation aux médias, je schématise. On sera plantés tous. Non, je te rassure. Non, mais bien sûr, mais il faut qu'on continue. Heureusement il faut qu'on continue cette multiplicité pour ceux qui nous regardent.
Mais effectivement, cette question de dégager du temps, de la disponibilité pour des salariés de médias plus gros, c'est une vraie, question. Bah, organisons des réunions. Non, mais c'est vraiment intéressant. Oui, il y avait une... Attends, avant ça, j'avais une main qui s'était levée. Oui. Ségolène. Alors, est-ce que cette future certification a vocation à former de futurs formateurs de formateurs? Ça fera partie prenante, mais il manquera peut-être une brique pédagogique en plus pour pouvoir répondre à ce sujet, à ce que vous évoquez. Ensuite, après, qui seront les intervenants au sein de ces futures formations? Là, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui font de l'EMI, qui sont tout à fait experts à pouvoir transmettre eux et leur expérience et qui ont une réflexion. Alors on est tous conscients qu'aujourd'hui il n'y a pas de recherche universitaire sur l'EMI, enfin, ou que c'est par bribes, c'est vraiment en train de se faire, mais c'est pas une discipline. Comme a été évoqué ce matin. Mais là, je ne suis pas du tout inquiète sur qui pourra former, parce que comme on l'a vu aussi, il y a déjà beaucoup d'actions de formation qui sont mises en place. Donc, je ne sais pas si Étienne, tu voudrais rajouter, mais je n'ai pas d'inquiétude de trouver des gens compétents qui puissent intervenir dans nos futures formations certifiantes. Mais la question, elle était l'éligibilité, c'est ça Et la formation de formateurs. Il y a deux DU qui ont été lancés, d'un point très, très pratique, hein, qui existent. Un dans une école de journalisme, l'autre à l'INSPE de Lyon, donc plutôt un profil d'enseignant, plutôt un profil journaliste. Il y a d'autres projets de formation qui existent et qui mélangent dans les parcours en général les différents profils. Je peux peut-être apporter une réponse Oui. complémentaire, parce que ça rejoint exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Cette formation, alors si vous parlez des enseignants, très clairement, ça se fait par les trois publics que vous avez cités, universitaires, public enseignant, formation de première. Donc l'EMI, on fait de la formation de formateurs, on forme plusieurs dizaines de milliers d'enseignants par an sur ces sujets. Donc l'EMI, c'est un centre de formation des enseignants. Oui, mais pour les enseignants, là, on parlait des journalistes. Les enseignants. Pas que, c'est-à-dire que vous avez des universitaires, et en fait c'est pour ça que je voulais rapprocher les wagons, c'est-à-dire qu'on parle effectivement des certifications, des compétences et expertises de journalistes capables d'intervenir. Des acteurs, on a parlé des journalistes, on a parlé des médias, on n'a pas parlé d'associations qui se sont constituées ces dernières années de la part de journalistes désireux d'intervenir sur ce champ-là. Or, il y a des associations qui se sont montées ces dernières années, et dans le cadre de séminaires, on va dire internes au crédit de formation, on avait des demandes des enseignants ces dernières années nous disant mais telle association de journalistes, on aimerait bien la faire intervenir dans le cadre des plans académiques de formation, parce que ça nous intéresse d'avoir cette expertise. Et c'est tout l'enjeu du moment en fait. C'est-à-dire que derrière ce sujet qu'on évoque, c'est pas simplement avoir des journalistes qui sont formés aux pédagogies de l'EMI, c'est aussi d'avoir des journalistes qui sont capables d'intervenir dans ces formations académiques pour les enseignants. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau de la formation dans des séminaires nationaux organisés par le ministère de l'Éducation nationale ou que ce soit dans les plans académiques de formation, cette présence, elle est souhaitée. Elle est vraiment, on l'appelle de nos voeux, parce qu'on a besoin de cette expertise, y compris dans le domaine de la formation. Je disais 870 000 enseignants, 30 000 journalistes, qui fait l'éducation aux médias. Je le disais avec un peu de provoque. Mais en fait, ce que je dis en direction des médias, ce que je leur dis souvent, c'est que votre intervention, ne la pensez pas uniquement sous l'angle de l'intervention au milieu scolaire. Parce que souvent, vous allez vous épuiser. Et nous, notre besoin, il est surtout dans votre expertise de pouvoir la mobiliser justement dans la formation de formateurs. Parce qu'une fois que vous avez formé les enseignants effectivement avec les professionnels, ça permet effectivement de massifier, de répondre à la demande à l'échelle. Ce qui n'enlève rien après à la pertinence des interventions en classe, en établissement, parce qu'il y a les résidences, il y a plein de dispositifs qui sont extrêmement précieux aussi pour la culture d'un établissement et pour les objectifs des élèves, de réussite des élèves. Voilà. Mais
D'où l'important de la co-construction dans l'histoire de la certification, parce que ça, de toute façon, ça se fait déjà au quotidien dans toutes les interventions. C'est hyper important. On ne peut pas arriver comme ça. L'association La Chance, l'association LASEF, des associations Mmh. comme ça, en plus, intègrent les enjeux sociétaux, de diversité, Mmh. des journalistes aussi qui viennent dans les classes, de la proximité, etc. Donc en plus, on a des trucs très concrets. Mais justement, La Chance, la ZEP, je sais pas, Fake-Off, entre les lignes, l'onde porteuse, etc., ça fait partie des organismes qui pourront éventuellement postuler pour être habilités à certifier des formations. Oui, complètement. Ok. C'est vraiment ce type qui travaille déjà et qui aurait envie de pouvoir faire passer la certification aux personnes qu'elle forme déjà. Je vois qu'il n'y a plus de mains qui se lèvent. Je travaille en radio, donc j'aime bien quand l'heure est respectée. Il est 12h30, l'atelier est terminé. Merci pour votre participation. Merci à vous, Ségolène, Étienne, Louison, Jean-Christophe, Jérôme, et puis à tous ceux qui ont pris la parole. C'était bien concret en tout cas. Bonne fin de journée, au revoir.